Bonjour chers amis, chers auditeurs, chers internautes. C'est devant cette vue du Jardin des Oliviers à Jérusalem que je vous propose cette nouvelle playlist d'Israël Shahak, l'audiobook Histoire juive, religion juive, le poids de 3 millénaires. C'est un livre absolument capital et essentiel pour comprendre à la fois le judaïsme et le sionisme. C'est un petit ouvrage, il n'est pas très long. Il compte à peine 230 pages dans sa traduction française. Il a été publié en 1994 à Londres par un intellectuel juif israélien remarquable par son érudition et sa conscience morale, son sens de la vérité. C'est un livre, c'est très étonnant parce qu'il n'a jamais été critiqué de manière sérieuse. Vous pourrez vérifier sur Internet. Alors, malheureusement, aucun éditeur français n'a pu le publier. Il y a eu certaines pressions de certains lobbies, donc du coup, il a été mis gratuitement sur Internet, téléchargeable. Et puis, on peut quand même le commander sur Amazon. Et donc, je vous recommande vivement d'acheter ce livre. Je pense que tous ceux qui s'intéressent au Proche-Orient, à tout ce qui se passe actuellement au Proche-Orient et tout ce qui s'y passe depuis le début de ce conflit, doivent lire ce livre. Tous ceux qui veulent comprendre quelque chose à l'antisémitisme, comprendre quelque chose à l'histoire du peuple juif, doivent lire ce livre. Donc achetez-le, offrez-le à vos prêtres, faites-le commander par les bibliothèques municipales, offrez-le à vos évêques. Alors, je reconnais que cet ouvrage n'est pas facile à lire, pas facile à lire parce qu'il est extrêmement dense de pensée. Donc, il faut le lire et le relire, mais faites-en des groupes de réflexion. Voilà. Je lis ce livre et en même temps, de temps en temps, je me permettrai des petites réactions ou des petites gloses. Histoire juive, religion juive, le poids de 3 millénaires, avec une préface de Gore Vidal, le grand écrivain américain. Il y a d'abord parmi les citations introductrices, je ne retiens que la troisième que je trouve très intéressante et remarquable. Ce qu'il y a de terrible quand on cherche la vérité, quand on cherche vraiment la vérité, c'est qu'on finit toujours par la trouver. Le problème, c'est est-ce qu'on cherche la vérité? Parfois, c'est très exigeant, surtout quand ça nous remet en cause dans nos préjugés et dans notre ego et dans tout ce qui est lié à notre ego. Mais c'est ça ce qu'il y a de merveilleux, c'est que Dieu a mis en nous une soif de vérité, notre cœur est sans repos tant qu'il n'a pas trouvé à la fois le véritable amour, le bien véritable, et puis la vérité qui est inséparable, La vérité nous rendra libres, nous dit Jésus. Sans vérité, il ne peut pas y avoir de véritable amour, ni de justice, ni de paix. C'est ce que dit le psaume. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Alors je lis donc maintenant la préface de Gore Vidal. Un jour, vers la fin des années 50, ce bavard de classe internationale, historien à ses heures, qui était John Kennedy, me racontait les débuts de la campagne présidentielle de Truman en 1948. Cela s'annonçait mal, tout le monde ou presque l'avait lâché. C'est alors qu'un sioniste américain lui apporta une valise bourrée de 2 millions de dollars directement dans son train électoral. Voilà pourquoi nous avons reconnu Israël avec une telle vitesse. Je n'étais pas plus que Kennedy un antisémite à la différence de son père et de mon aïeul. Pour nous, ce n'était qu'une boutade de plus sur Truman et sur la sérénissime corruption du monde politique américain. Malheureusement, la reconnaissance précipitée de l'État d'Israël a eu pour conséquence tant d'années de tohu-bohu meurtrier et l'anéantissement de l'espérance des compagnons de route du sionisme. L'avènement d'un État pluraliste qui, tout en demeurant la patrie de sa population indigène de musulmans, chrétiens et juifs, serait devenu aussi
La partie d'immigrants juifs pacifiques d'Europe et d'Amérique, y compris la patrie de ceux qui affectaient de croire que le grand agent immobilier des cieux leur avait attribué à perpétuité les terres de Judée et de Samarie. Alors c'est intéressant de voir qu'il existait un sionisme humaniste, intelligent, réaliste, qui pensait qu'il ne pourrait y avoir d'État d'Israël qu'en incluant tout le monde. La plupart des immigrants étant de bons socialistes d'Europe, nous supposions qu'ils n'admettraient pas la transformation du nouvel État en une théocratie et que les natifs de Palestine pourraient vivre avec eux en égaux. Il ne devait pas en être ainsi, hélas. Je ne reviendrai pas sur les guerres et les affres de cette malheureuse région du monde. Ce que je tiens à dire, c'est que la vie politique et intellectuelle des États-Unis d'Amérique a été empoisonnée par la création précipitée d'Israël. Qui se serait attendu que notre pays en devienne le grand protecteur? Jamais dans l'histoire des États-Unis, une minorité n'a soutiré autant d'argent aux contribuables américains pour l'investir dans son soi-disant foyer national. C'est comme si nous avions dû financer une reconquête par le pape de ces anciens États pontificaux sous prétexte qu'un tiers de l'électorat américain est catholique. Une telle idée aurait évidemment déchaîné une tempête de protestations et le Congrès aurait dit non. Or, le fait est qu'une petite minorité religieuse, même pas 2% de la population américaine, a réussi à acheter ou intimider 70 sénateurs, soit les 2 tiers requis, pour invalider un très éventuel veto présidentiel, et ce avec le soutien entier des médias. Bien sûr, les sionistes tiennent les médias. Dans un sens, j'admire la façon dont ce lobby a obtenu qu'au fil des années, des milliards de dollars soient détournés pour faire d'Israël un rempart contre le communisme, alors que ni celui-ci ni l'URSS ne se sont jamais affirmés dans la région. Mais l'ancienne amitié qui nous liait au monde arabe a été brisée et s'est retournée contre nous. Voilà tout le résultat auquel les États-Unis, quant à eux, sont parvenus. Parallèlement, les fausses informations, voire les mensonges impudents sur ce qui se passe au Moyen-Orient se sont multipliés et enracinés, et la principale victime en est, outre le contribuable américain, l'ensemble des Juifs des États-Unis, constamment bousculés par les béguines, les chamirs et autres terroristes professionnels. Puis encore, à quelque honorable exception près, les intellectuels juifs des États-Unis ont abandonné leur position libérale en faveur d'alliances démentielles avec la droite chrétienne, antisémite qui plus est, et le complexe militaro-industriel. L'un d'eux a carrément écrit en 1985 que si les Juifs, lors de leur arrivée sur la scène américaine, ont trouvé dans l'opinion publique libérale et chez les hommes politiques libéraux plus de sympathie, plus de compréhension pour leurs préoccupations, désormais, il est de leur intérêt de s'allier avec les protestants intégristes. En effet, à quoi servirait aux Juifs de s'accrocher dogmatiquement, hypocritement à leurs opinions des premières années? La gauche américaine s'est alors divisée, et ceux d'entre nous qui critiquaient nos anciens camarades juifs pour leur opportunisme mal inspiré se sont vus sans tarder affubler des épithètes rituelles d'antisémites ou de juifs animés par la haine de soi. Heureusement, la voix de la raison est bien vivante, notamment en Israël. À Jérusalem, Israël Shahak ne cesse d'analyser non seulement la sinistre politique d'Israël aujourd'hui, mais le Talmud lui-même et l'influence de toute la tradition rabbinique sur un petit État que la droite religieuse compte transformer en une théocratie réservée aux seuls juifs. Cela fait des années que j'apprécie Shahak, son esprit satirique face aux absurdités où s'empêtre toute religion qui cherche à rationaliser l'irrationnel, la sagacité avec laquelle il décèle les contradictions textuelles. C'est un plaisir de lire ces pages sur Maïmonide, grand médecin et philosophe et grand pourfendeur de gentils. Inutile de le dire, les autorités israéliennes, quant à elles, n'apprécient pas du tout Shahak.
Mais que faire contre un docteur, professeur de chimie à la retraite, né à Varsovie en 1933, qui a passé son enfance dans le camp de concentration de Belsen, est arrivé en Israël en 1945, a servi dans l'armée et n'est même pas devenu marxiste quand c'était à la mode. Shahak est toujours resté un humaniste, un adversaire irréductible de l'impérialisme qui soit imposé au nom du Dieu d'Abraham ou de George Bush. Il s'attaque également avec beaucoup d'humour et d'érudition à la veine totalitaire du judaïsme. Tel un Thomas Paine d'une haute culture, Shahak illustre à la fois la perspective qui s'ouvre à nous et notre long passé. Entre les deux, année après année, il poursuit son raisonnement. Ceux qui l'écoutent en deviennent certainement plus avisés, et oserais-je le dire, meilleurs. Shahak, en tout cas, est le dernier en date, sinon le dernier tout court, des grands prophètes d'Israël.